donc c'est un projet qui s'appelle, comment vous dites, FEND, Pass as Years at Notre-Dame, un anglicisme, un concert documentaire musicologique et archéoacoustique. Et donc on a le plaisir d'accueillir Brian Katz, directeur de recherche et acousticien, chercheur au CNRS, équipe LAM, lutherie acoustique musique, et Jérôme Mouscadet, producteur et réalisateur chez Dada Animation. C'est un projet absolument magnifique qui fait renaître, on va le dire rapidement, mais vous allez développer tout ça, bien sûr, la sonorité, les sons dans la Notre-Dame de Paris, incendiée en avril 2019, et qui renaît de ses cendres, donc on fait renaître aussi, si je comprends bien, le son. C'est à vous. On va commencer par... Oui, on commence avec un petit exemple et après on parle. Au début du XIIIe siècle, Pérotin le Grand est l'autre maître de l'art polyphonique. Il remanie et révise de nombreuses compositions de son confrère Léonin en y introduisant des sections écrites en rythme mesuré très novatrices. Pérotin développe également un nouveau procédé, le déchant, qui lui permet de complexifier son écriture polyphonique jusqu'à 3 ou 4 voix. Ainsi naît Wiederund omnes, grand organum à 4 voix, dit organum quadruplum. Il était chanté à la messe du jour de Noël. Écoutez les longues tenues solennelles du plein chant. 3 autres voix s'y superposent et se répondent, dans une savante rhétorique aussi bien mélodique que polyphonique. Les ornementations de l'organum font écho aux voûtes gothiques de Notre-Dame, l'architecture des sons se déployant dans l'espace de la cathédrale. Donc ça c'est un peu un travail en cours. Et l'idée c'est, on veut présenter un peu ce projet qui est un peu hors norme, je crois, avec les autres projets présentés dans ce festival. Donc c'est un projet initié par un projet de recherche. Donc on avait obtenu un projet avec l'ANR et on avait décidé de financer des productions de grand public avec les fonds de la recherche. Donc ça fait une inversion typique de ce type de production. Donc on avait un peu déjà présenté, donc moi je suis le chercheur en acoustique et Jérôme c'est le directeur côté animation. Et on avait contracté la boîte d'animation pour faire la partie visuelle d'un film qui met en valeur les résultats de notre projet de recherche.
Bon, un peu de background, je pense que tout le monde peut-être est au courant qu'il y avait un petit incendie à Paris il y a quelques années. Et à la suite de cet incendie et tout le travail autour de la restauration, il y a des questions qui sont posées sur l'acoustique. Et donc nous, comme acousticiens qui ont déjà travaillé à Notre-Dame, on avait lancé l'idée de faire une étude prédictive sur comment la restauration peut modifier Notre-Dame dans le futur, mais aussi on a profité de faire un projet de recherche plus important qui regarde plutôt le parti passé. Et de notre côté, comme des scientifiques, donc il y avait 3 projets qui sont un peu lancés autour de Notre-Dame. Il y a le chantier scientifique de Notre-Dame qui a été lancé par le ministère de la Culture et les CNRS pour aider en général le chantier avec plein de groupes de travail. Et nous, on fait partie du groupe de travail acoustique, mais aussi un sur l'histoire de l'art avec lequel on avait beaucoup bossé. On avait un projet européen de Past Years qui est vraiment sur la médiation et la documentation acoustique des lieux de patrimoine. Et la dernière, celle qui a vraiment piloté ce projet, c'est FEND, qui est vraiment focalisé sur l'histoire de Notre-Dame avec un vue pluridisciplinaire. Et là, on a plusieurs labos de recherche. Il y a des acousticiens, des historiens de l'art, des musicologues. Il y avait quelqu'un qui était musicologue, j'ai entendu ça. Des spécialistes en paysage sonore. En plus, le CNSM qui est en prise du son de montage, et Sun Metron qui est un PME en architecture de la patrimoine. Et donc, on essaie tous unis sur 3 grands axes dans ce projet. Donc, on travaille sur la documentation de l'espace de Notre-Dame. Donc, c'est dans les archives, mais aussi les modélisations numériques de Notre-Dame. Il y a un grand travail sur la fonction de Notre-Dame, comment ça a changé depuis des siècles en termes de musique ou prédication, de prière et aussi des performances musicales religieuses et laïques. Et la dernière grand axe de ce projet, c'est dans l'expérience qui est vraiment centrée sur la communication, médiation de ce projet. Donc si on regarde un peu la partie documentation, on travaille sur qu'on s'appelle aujourd'hui les jumeaux numériques. Et là, on a travaillé beaucoup sur soit la mesure qu'on avait réalisée à Notre-Dame avant l'incendie, par chance, et ensuite des créations de modèles 3D qui sont un peu comme des modèles visuels, mais plutôt que les textures de couleurs des murs, on attribue les propriétés acoustiques de toutes les surfaces. Et ça, on peut calibrer avec les mesures qu'on avait réussi de faire en 2015. Et ensuite, avec la puissance de modélisation, on peut trouver des états anciens de Notre-Dame ou futurs avec leur restauration. Et si on regarde Notre-Dame, on a... pas encore, désolé. Voilà. On a vu que l'architecture de Notre-Dame a beaucoup changé pendant des siècles, même si on commence avec le bâtiment qui était là avant le Notre-Dame qu'on connaît. Et en parallèle, on a des modifications de l'orgue. Par exemple, il y a 3 orgues dans la timeline. Et en plus, il y a des évaluations côté musicologique. Il y a des styles musique qui sont associés à différentes époques. Et le plus important pour nous aujourd'hui, c'est le fait que l'émergence de l'école de Notre-Dame et Ars Antiqua, c'est en parallèle avec la création de l'architecture de Notre-Dame et ses évolutions. Et donc ça pose certaines questions musicologiques, par exemple l'émergence de la polyphonie qui est pointée un peu sur l'école de Notre-Dame. Est-ce qu'il est en fait en lien avec l'évolution de l'architecture? Est-ce qu'il y a des interactions entre les deux? Et ça, c'est un peu des questions de recherche qu'on pose. En plus, on peut poser des questions sur l'intelligibilité dans Notre-Dame, dans son histoire, avec le changement du latin vers la française, la différente position de locution dans l'église. Il y a la question des mazes, qui sont des gros tableaux de peinture, que j'ai mis l'exemple là, qui ne sont plus là, mais à différentes périodes dans l'histoire, ils sont montés à différentes manières, à différents angles, et ça pose des questions de réinstaller
après la restauration et quel est l'impact acoustique. Et en plus, la question de l'or qui a changé pas mal dans l'histoire. Donc nous, on avait posé les questions au début de ce projet, parce qu'on sait que c'est un grand projet un peu mondial avec un intérêt de grand public. C'est comment communiquer ces efforts avec le grand public. Donc il y a les choses type conférences, un peu comme aujourd'hui, on touche. Bon, si on regarde dans la salle, il y a 50 personnes, donc c'est intéressant, mais c'est pas très productif à un grand niveau. On a toutes les présentations scientifiques dans ce type de congrès ou les journaux, donc c'est un différent type de public. Et nous, on avait pensé qu'il faut aller un peu plus loin et explorer des nouvelles possibilités de partage des connaissances issues de nos recherches avec le grand public. Donc le premier qu'on a fait, c'est une fiction radio. Donc on avait encapsulé les différents points de notre recherche avec une boîte de production qui a fait une heure d'histoire radio basée sur Victor Hugo en face de la page blanche, et il a réfléchi un peu plein de choses. Mais dans ces scénarios, on a mis les petits grains de notre recherche et des pointeurs vers des articles pour les gens qui sont plus intéressés. Et donc ça, c'est disponible depuis à peu près 1 an. Plus récemment, on avait fait un audio guide à Notre-Dame. Donc même si on ne peut pas entrer en Notre-Dame à cause du chantier, on peut balader autour. Donc on a un audio guide qui présente des histoires, l'historique de Notre-Dame, à la fois acoustique, mais aussi avec l'incendie, avec la restauration. Et l'idée, c'est qu'on peut balader autour de Notre-Dame, mais on peut écouter de l'intérieur. Et ça, c'est lancé cet été et c'est aussi gratos. Et le plus récent qui est en cours, c'est notre concert de film documentaire. Et l'idée, c'est de suivre un peu l'évolution musicale autour de Notre-Dame, présentée dans le contexte des évolutions architecturales. Donc l'idée, c'est d'enregistrer des musiciens qui jouent la musique de chaque période, qui sont reprojetés dans l'acoustique de Notre-Dame de l'époque, et qu'on mette tout ça en évidence avec une concert immersive. Donc l'idée, c'est de faire le son 3D interlacé avec un peu de documentaire, un peu d'explication. Et c'est avec ça qu'on avait contacté Dada pour lancer les projets. Et en concept, la base, c'est qu'on a 11 pièces musicales qui traversent 8 siècles. Et chacun, comme je dis, est intégré dans l'acoustique correspondant. Et l'idée, c'est d'attacher l'oreille avec la caméra quand ça déplace dans la salle pour vraiment avoir quelque chose de première personne, immersive, qui est un peu différente des choses actuelles. Et maintenant, je passe à Jérôme. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc nous, chez Dada Animation, moi je suis réalisateur d'animation depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup de séries. Normalement, le milieu de l'animation, c'est plutôt pour la jeunesse. Et en fait, il s'est trouvé que l'arrivée des nouvelles technologies, notamment les moteurs temps réel, mais aussi IA, du puppetering, enfin plein de choses, ont fait qu'avec plusieurs associés, on a créé Dada Animation en 2020, qui a comme ambition de décloisonner l'animation et avec un ADN fort sur les nouvelles technologies, donc appliquées à la production, toujours dans un souci de qualité éditoriale et artistique, mais globalement, depuis 2015, on va dire, toutes ces nouvelles technologies, et notamment l'arrivée, je le disais, des moteurs temps réel du jeu vidéo dans le broadcast, en fait, d'où je viens, on change pas mal la donne. Et donc, c'est tout naturellement que chez Dada, on se porte sur d'autres secteurs que le broadcast. Donc on fait du documentaire, beaucoup de documentaires animés, et le documentaire se porte beaucoup vers l'animation pour raconter des individus dans la grande histoire dont on n'aurait pas les sources, par exemple, et aussi les expériences immersives. C'est pour ça que quand le Conservatoire national de musique et de danse de Paris est venu nous voir avec Sorbonne Université pour nous parler de FED, on a été très enthousiastes. On mesure la chance de participer à ce projet qui est quand même assez extra, et on leur a même dit, et c'est un peu, on va en parler, mais en disant mais valoriser un projet de recherche, c'est déjà super, mais on peut aller encore plus loin dans la valorisation, parce que nous, on vient de la production,
Et donc on sait qu'il y a des moyens de diffusion, que ce soit télévisuel, cinéma, etc., qui peuvent encore plus valoriser des projets aussi intéressants que passe à Notre-Dame. On a récupéré en fait une scène Unreal, pour ceux qui connaissent, donc c'est un tout petit peu technique. Donc il y a deux gros moteurs, deux gros logiciels de temps réel qui sont issus du jeu vidéo, qui sont Unity et Unreal. Donc là c'était une scène Unreal dans laquelle il y a 5 périodes de construction de Notre-Dame. Donc je vais vous les passer rapidement. Donc il y a une période en 1200 et à chaque fois avec l'état de l'art en fait de la construction de Notre-Dame. Donc là il y avait par exemple en 1200, en 1198, il y avait le chœur, tout l'édifice était en construction, le chœur, et c'est un peu la naissance du chœur de Notre-Dame. Bon, on sait qu'il y avait déjà une basilique pré-chrétienne, etc. Donc c'est vraiment un lieu qui a toujours été consacré à la spiritualité. Ensuite, il y a une grosse période Renaissance. Puis enfin une période plutôt grand siècle, jusqu'à la Révolution, qui est un moment charnière dans l'histoire de Notre-Dame, puisque Notre-Dame va être détruite, va être saccagée, on va dire, va être reconstituée, va être reconsidérée comme le temple de la raison et plus du tout consacré à des activités chrétiennes, puis ensuite remis en tant que cathédrale par Napoléon, par le Directoire, etc., etc. Ensuite, il y a la dernière période qui date après la restauration de Viol-et-le-Duc et qui court jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'incendie. Voilà, donc 5 périodes qui étaient dans la scène Unreal, et on a travaillé avec donc Brian, Jean-Marc et Alexis du conservatoire pour définir un dispositif de réalisation. C'était le premier acte, c'est ce qu'on fait souvent nous, puisqu'on vient, nous chez Dada, on vient de la narration, on vient de la fiction-animation, on va dire. Donc il fallait vraiment trouver le dispositif de réalisation. Le dispositif de réalisation, c'était 3 choses. C'était l'écriture d'un texte de commentaire, parce que c'est quand même un projet de pédagogique. Il fallait mêler le pédagogique avec l'émotion. Donc un commentaire qui a été travaillé assez longtemps. Là, ce que vous avez entendu, on parlait d'IA, c'est une voix témoin. Donc c'est pas encore enregistré. On a des comédiens, on va enregistrer en novembre. C'est une voix témoin faite en IA générative. Donc oui, c'est quand même très simple. Mais donc on pourra en parler de l'IA parce qu'on doit beaucoup sur ces sujets-là. C'est quand même un océan avec des mines juridiques flottantes. Donc il n'est pas question d'utiliser une IA générative disons à destination commerciale, mais voilà. Donc, mais en revanche, pour des voix témoins, c'est très pratique et très efficace. Le deuxième point de dispositif, c'est le trajet caméra. Donc là, Brian va vous en parler plus, parce qu'en fait, le trajet caméra est très lié au son, évidemment, puisque l'idée, c'est quand même qu'on remette le spectateur dans l'acoustique de l'époque où est jouée la pièce musicale, où est chantée la pièce musicale. Donc des trajets caméra qui sont liés au son, donc il va vous en parler. Et enfin, vous avez vu un troisième élément, c'est la création des musiciens. Donc ça, pour petit point technique, en fait, vous modélisez des musiciens, donc c'est des mèches classiques. Il faut équilibrer tous les polygones pour qu'en fait les particules sortent de la même façon des polygones. Donc les particules, elles sont faites avec Niagara, qui est un nouveau système VFX d'Unreal. Et il y a une deuxième partie de travail qui est l'animation. Et l'animation, c'est on scripte, en fait, donc c'est du code sur un scratchpad, le lien entre les particules et les tracks musicales. Donc vous avez vu que chaque musicien en fait réagit à sa propre track. Donc il a fallu découper le mix en sub-mix, et donc que chaque musicien soit lié à sa propre ligne visuelle. Et en fait, on calcule l'amplitude par code, on calcule l'amplitude sonore de chaque track, et cette amplitude est ramenée dans les effets spéciaux des particules, sur des dimensions
volumétrie, de poids, de gravité, etc. Donc il y a comme ça un lien entre le mesh, enfin le personnage et son VFX, ses particules et le son. Voilà, donc fort de ces 3 éléments, on a commencé à travailler. On a aussi beaucoup travaillé avec des scientifiques, des historiens, donc un historien des orgues, en fait, parce que l'orgue, il y a 3 pièces musicales qui sont à l'orgue, sur les 11, je crois. Et donc les orgues ont changé, voire plus même. Et les orgues ont changé à Notre-Dame au cours des siècles. Il y a eu une orgue en nid d'hirondelle, pardon, puis l'orgue final qu'on connaît aujourd'hui, qui est au fond du transept, au fond de la nef, pardon. Et donc il y a eu tout un travail avec Christophe d'Alessandro qui nous a aidés à concevoir ces orgues, à savoir exactement où ils étaient, comment ils étaient placés, comment ils étaient construits, parce que c'était intéressant pour le projet. Et Christina Dagalita qui nous a aidés pour tout ce qui est historique. Et on a bien vu qu'il y a quand même encore beaucoup de questions sur Notre-Dame. Est-ce qu'il y avait des tentures à ce moment-là? Comment était la clôture? Il y a des débats entre historiens. On a fait des allers-retours où on a mis une clôture et puis hop, on a enlevé la clôture. On a changé la piéta parce que c'était pas la bonne, voilà, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses de fait en termes de véracité historique et de travail autour de chaque période. Sachant que on n'a pas évidemment tous les éléments pour que ce soit complètement parfait, mais on s'approche, on va dire. Il y a 11 mini-films, du coup, qui sont, vous voyez, liés chacun a une période, donc il y a 5 périodes, mais chacun a un morceau, une pièce musicale depuis 1198 avec Léonin et Perrotin, qui sont les 2 maîtres de chant, du déchant d'ailleurs, comme on appelle, de Notre-Dame, et jusqu'à Louis Vierne, qui est l'organiste très connu du XXe siècle au sein de Notre-Dame, voilà. Et à chaque fois avec des pièces musicales propres, enregistrées par les équipes du Conservatoire national de la musique et de la danse de Paris, avec des organistes et des chanteurs qui sont prêtés au jeu, comme on dit. Et donc voilà, on a 11 films qui vont être réunis à la fois, je vais refaire ça, qui vont être réunis à la fois en un film seul, donc il fera environ 1 heure. C'est pour ça que j'ai coupé tout à l'heure, parce que c'était une pièce assez longue qui fait 6 minutes, mais il y a des pièces de 3 minutes, il y a des pièces de 4 minutes, voilà. Donc le film fera 1 heure. Il y a aussi d'autres diffusions envisagées, mais d'abord je laisse la parole à Brian avant d'évoquer tout ça. Okay. Bon, j'essaie de faire assis, si ça marche. Donc là, on voit un peu un résumé de tous les 11 pièces musicales pour ceux qui sont intéressés, avec des choses qui sont des petits chœurs, des pièces d'orgue, des chœurs d'enfants, et même jusqu'à une grande orchestre pour la coronation de Napoléon. Et juste pour montrer un peu la manière qu'on avait travaillé, parce que ça c'est le compte pro, je montre un peu un exemple de comment on avait enregistré des musiciens sans acoustique du lieu. Donc on a notre chambre d'accueil qui est un chambre qui étouffe toutes les réflexions, donc on a juste le voix des chanteurs, et on a mis dans la configuration dans laquelle il sera placé dans l'église après. Donc ça on voit, si on voit le flèche là. Donc ça c'est le modèle de Notre-Dame du chœur, et là on voit les placements des musiciens, et c'est le même placement qu'on avait fait l'enregistrement. Et ici on essaie d'écouter juste un petit extrait de ce type de prise de son avec des musiciens sans aucune acoustique, mais dans cette jolie salle, on a un acoustique un peu ajouté, donc c'est pas tout à fait neutre, mais on voit un peu qu'est-ce que ça donne.
avec cette acoustique, ça sent assez bien. En fait. Donc c'est pas un bon exemple, mais on ne sait jamais quel type de salle on a pour ce petit type de présentation. Mais pour donner un autre exemple, ça c'est un des orgues qu'on avait enregistré, qui était enregistré avec des micros de proche proximité pour capter plutôt l'orgue que la salle. Et on a essayé de jouer un petit exemple de ça. Et après, on peut placer ce prise de son dans l'acoustique de Notre-Dame et balader autour de Notre-Dame pour voir un peu l'impact de l'église, de son acoustique, et aussi la position et proximité, qui est des choses qu'on a envie de mettre en valeur. Oups. Ouais, non. Voilà. Les deux en même temps. Après, j'ai quelques slides sur les détails très techniques en ingénieur du son, mais je pense avec le temps qu'on a, je laisse ça pour des questions s'il y a des gens qui veulent me poser après. Donc l'idée c'est, nous on travaille, eux ils travaillent en Unreal, ils créent les trajets du caméra que nous on exporte, on injecte dans Blender. On valide qu'on a bien importé et après on transpose ces trajets dans notre moteur de simulation acoustique qui génère l'écoute à toutes les positions pour tous les instruments qui sont enregistrés et après les deux sont combinés. Donc c'est un processus assez long entre le temps de rendu d'image qui peut être des jours, des semaines, des rendus audio qui peuvent être des semaines, même des mois pour des grandes pièces. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment établir ensemble tous ces détails avant de lancer ces procédures. C'est le mauvais. Pourquoi ça avance pas? Ah voilà. Donc on a même développé un moteur de trajet acoustique, un panner, pour reproduire les trajets de caméra définis et pour piloter le micro qui suit la caméra. Donc ça, on a développé spécifiquement ce projet, mais il est disponible pour des gens extérieurs, pour d'autres projets. Là, on lance encore plus de détails, donc ça, on oublie, et maintenant, je repasse. Oui, et donc nous, quand tous ces chercheurs acousticiens sont venus nous voir avec ce projet merveilleux, on leur a dit, mais c'est génial votre truc, il faut absolument, et puis en discutant aussi avec Brian, Jean-Marc et Alexis, on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut faire plus encore dans la valorisation. Donc là, le premier acte de travail, et le premier acte, c'est des films HD, donc 11 films qui peuvent être réunis en un, qui peuvent être diffusés et donnés et en diffusion à l'usage du public, totalement gratuit sur les chaînes, sur une chaîne YouTube ou en tout cas sur les chaînes des partenaires du consortium. Mais on a dit on peut aller plus loin encore. Donc il y a l'idée de faire évidemment une version 360 où vous pouvez dans 3 pièces musicales être en interactivité, enfin choisir 5 lieux d'écoute, 5 points d'écoute de la cathédrale pour comprendre aussi le côté 3D du son. Vous pouvez, on est en discussion pour faire une version dôme. Donc il y a des planétariums un peu partout dans le monde. C'est toujours et ce type de voyage musical qui est quand même assez immersif, voilà, qui est quand même un voyage un peu poétique à l'intérieur de Notre-Dame et autour du son se prête bien à ce genre de film. Donc on envisage un film de 20 minutes. Donc de réunir un certain nombre de pièces musicales pour une vidéo 360 planétarium. On est en pleine recherche de fonds, en fait. Donc il y a les équipes de Sorbonne Université et chez nous aussi,
travaille conjointement pour trouver des fonds en fait, pour passer le film en 8K. Si vous avez peut-être pas remarqué, mais il y a quand même des défauts encore dans l'architecture de Notre-Dame, il y a des choses qui ne sont pas terminées bien, etc. Et donc on aimerait aller beaucoup plus loin dans la qualité graphique voilà, des modèles finaux. Et pour ça, et partant de là, faire un film 4K qui soit projetable, pourquoi pas dans des cinémas ou à la télévision. Donc dans ce cadre, par exemple, on est en contact avec des gens comme Le Jour du Seigneur, voilà, une émission historique de France Télévisions, pour essayer d'avancer dans ce chemin-là, d'avoir un film qui soit plus produit, avec on aimerait ajouter un présentateur, on aimerait ajouter de l'iconographie travaillée autour de notre art pour bien montrer l'évolution de ce magnifique bâtiment. Et enfin, on a un partenariat avec la Semaine du Son de l'UNESCO, et donc fin janvier, on va avoir une projection du film. Donc on ne sait pas encore comment justement c'est question de définition aussi du film, et donc voilà, ça sera fin janvier, la première en tout cas du film. Et là, on arrive à 30 minutes. J'ai juste un peu le temps de vous montrer un tout petit extrait encore d'une nouvelle pièce avant des questions. Voilà. Nous sommes en 1789. La Révolution française est une période mouvementée pour Notre-Dame de Paris. À partir de 1793, les autorités commanditent le démantèlement de la cathédrale, perçue comme lieu symbolique du pouvoir. Les cloches sont fondues pour fabriquer des canons et les vitraux sont recouverts de peinture noire pour masquer les fleurs de lys et les couronnes. Les révolutionnaires font disparaître les signes de la religion catholique pour la remplacer par un culte nouveau. Le 10 novembre 1793, ils rebaptisent Notre-Dame Temple de la Raison. Quand ce culte disparaît, la cathédrale sert d'entrepôt pour toutes sortes de marchandises, notamment les vins de la République. François-Joseph Gossec, élève de Rameau, est le musicien officiel de la Révolution. Son Tédéum, interprété sur le Champ de Mars le 14 juillet 1790 devant 300 000 personnes, réunit 4 000 choristes, 300 instrumentistes avant et 300 tambours. En 1792, il compose cet hymne à la liberté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean, pour cette